capitale du Cameroun, Yaoundé est celle de toute l'Afrique, fin juin, début juillet 1996. L'Organisation de l'Unité africaine a choisi d'y réunir sa conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est la première fois que le Cameroun accueille ce sommet annuel de l'OUA. Pour un pays qui ambitionne de promouvoir une diplomatie de rayonnement et une organisation confrontée à des enjeux de taille liés au bouleversement planétaire en cette fin de siècle, l'événement recouvre une portée historique. Membre fondateur de l'OUA, pays d'origine de Nzoé Kangaki et William Ete Kimboumoua, deux anciens secrétaires généraux de l'organisation panafricaine, État stable au potentiel humain, économique et diplomatique considérable, le Cameroun occupe en effet une place de choix en Afrique. Il symbolise aussi bien et mieux que toute autre portion du continent cette Afrique des contrastes, si riche et si pauvre à la fois, traversée de crises, de conflits et de pandémies, habitée par autant de peur que d'espoir, et dressée contre la menace collective de la marginalisation. Yaoundé s'est préparé dans la sobriété pour offrir son hospitalité à ses hôtes. À l'image de tout le Cameroun, la capitale tient à se présenter sous son jour le plus flatteur. Elle a ravalé ses rancœurs et caché ses humeurs, le temps de célébrer la grand-messe africaine autour des sempiternelles préoccupations du continent. Unité, stabilité, santé, paix et développement. La mobilisation est générale. Tous les services impliqués dans l'organisation se mettent en ordre de bataille. L'ambiance est partout à la fête. Le pôle des travaux, c'est ici au Palais des Congrès, au sommet de l'une des collines qui surplombe la ville. Reprofilé au goût de l'organisation, dont le secrétariat général de l'OUA a suivi toutes les étapes, ce centre de conférence dessine une perspective resplendissante. Pendant les 2 semaines que durent les réunions successives des différentes instances de l'OUA, il tient lieu de quartier général de l'organisation panafricaine, sorte d'Africa Hall, version locale. Sorry you're not having your Les 2 plus grands hôtels de la place sont réquisitionnés et réaménagés en conséquence. Le Hilton, au cœur du centre commercial pour les chefs de délégation, et le Mont Fébé, juché comme sur le toit de la ville pour le secrétariat général de l'OUA. Étonnante reconversion, Yaoundé a fière allure, et le Cameroun peut s'enorgueillir d'organiser un sommet sans dépenses ostentatoires. L'aéroport international de Simalène, à 15 km de la ville, joue sa réputation de porte d'entrée du pays. Le ciel est encombré comme jamais auparavant. Les aéronefs de tout calibre établissent une affluence record qui met à rude épreuve la capacité de gestion de l'aviation civile nationale. Le 7 juillet, veille de l'ouverture de la conférence, est une journée continue sans la moindre trêve pour le président Paul Biya et le Premier ministre Simon Achidi Achou. En compagnie du secrétaire général de l'organisation panafricaine, Salim Ahmed Salim, le chef de l'État camerounais accueille ses pairs des pays membres de l'OUA, alors que son chef de gouvernement salue ses homologues à la tête d'autres délégations. Chaque fois que cela est nécessaire, Chantal Biya, la première dame du Cameroun, est associée à ces cérémonies pour accueillir des épouses de chefs d'État.
Ce ballet qui paraît interminable est aussi impressionnant qu'immuable. Souhait de bienvenue, accolade, bouquet de fleurs et première poignée de main au bout de l'échelle de coupé avant l'audition de l'hymne de l'OUA qu'exécute la musique de la garde présidentielle dont un détachement rend par ailleurs les honneurs. Au vu du spectacle inédit qu'offre l'aire d'atterrissage de Simalène à l'occasion de ses arrivées successives, la 32e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA donne la mesure de son importance. Il y a longtemps en effet que d'un sommet à l'autre, une nouvelle Afrique s'impose à la face du monde. Les accélérations historiques d'une fin de siècle haletante marquent profondément le paysage institutionnel et humain du continent. Cela se traduit par un renouvellement plus rapide de l'élite dirigeante et davantage par un regain d'intérêt vis-à-vis de toute forme de regroupement, de solidarité et de concertation. Cette Afrique qui bouge et se remobilise, cette Afrique qui change et plaide pour une perception différente, un vieil homme l'incarne mieux que tout autre dirigeant africain. À 78 ans, Nelson Mandela, président sud-africain, prix Nobel de la paix, porte héroïquement son âge et son passé militant. À Yaoundé, où il arrive pour la première fois depuis sa sortie des prisons de l'apartheid le 11 février 1990, l'accueil qui lui est fait est à la mesure du mythe qui accompagne le personnage. La liesse populaire qui le salue à son arrivée n'a d'égal que l'ovation qui marque l'entrée du leader sud-africain dans la salle du sommet à l'occasion de la séance plénière d'ouverture. Nelson Mandela, pourtant, ne suit qu'une partie des travaux de ce 32e sommet. Après avoir pris part à la première séance à huis clos avec ses pairs et s'être entretenu avec nombre d'autres dignitaires de tous horizons, il doit quitter Yaoundé pour répondre à une invitation à 2 visites d'État successives en Grande-Bretagne et en France. Mais qu'importe, il a déjà imprimé le sommet de Yaoundé de la marque de sa stature majestueuse et charismatique. À l'occasion de cette première plénière, on évalue le premier indicateur de l'importance du sommet, la participation. Le parterre de cette salle est constitué de 31 chefs d'État d'Afrique, auxquels il faut ajouter Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, une dizaine de chefs de gouvernement et une dizaine d'autres délégations conduites par des ministres des Affaires étrangères et autres plénipotentiaires. En fait, hormis le royaume du Maroc, qui s'est volontairement mis en marge de l'OUA depuis 10 ans, tous les 52 États africains sont diversement représentés à cette conférence de Yaoundé depuis les travaux des experts, en passant par la 64e session du Conseil des ministres. Nos assises
se tiennent dans un contexte particulièrement difficile. Élu nouveau président en exercice de l'OUA pour succéder au premier ministre éthiopien Meles Zenawi, le chef de l'État camerounais Paul Biya peut s'estimer heureux d'avoir gagné ce premier pari d'une participation de haut niveau. En prenant la parole pour la première fois en cette qualité, le président Biya ne surprend guère. Il dresse un tableau de l'état de l'Afrique à l'heure de ce 32e sommet. Tableau sombre en tout point. Sur le plan politique d'abord, voici le diagnostic du nouveau président en exercice de l'OUA. Depuis la fin de la guerre froide et de la rivalité Est-Ouest, l'Afrique, jadis convoitée par l'un et l'autre bloc, semble avoir perdu sa place dans l'échelle des enjeux de la planète. L'Afrique est menacée de marginalisation. Ses exigences et ses problèmes ne sont plus au rang des priorités à l'échelle mondiale. En appréciant à sa juste valeur le concours de nos partenaires, sachons désormais compter d'abord sur nous-mêmes. Sachons prendre en main notre destin et nos responsabilités. Au plan politique, nos États doivent poursuivre le processus démocratique dans lequel ils sont engagés, chacun s'attachant naturellement à le conduire à son rythme et à l'accorder à ses réalités. L'Afrique doit préserver et consolider l'image d'un continent qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. L'émergence d'États de droit, d'États démocratiques doit nous permettre de créer des conditions plus propices au respect des droits de l'homme, au maintien de la stabilité, de la justice et de la paix sociale, sans lesquelles il n'y a point de progrès ni de développement durable. L'unité du continent suppose le dépassement des ethnies et des micronationalismes. Pour exister et s'affirmer, l'Afrique a besoin d'États viables et forts. Son unité passera par la consolidation de ces États et non par leur dislocation. Silencieuse et consentante, l'assistance écoute ce discours qui dépeint l'Afrique de cette fin de siècle. Paul Biya lance un appel à la paix partout où elle est troublée sur le continent. Il salue la création au sein de l'OUA d'un mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, plaidant en faveur de son renforcement. Cet esprit de sacrifice. Abordant ensuite la situation économique, le nouveau président en exercice de l'OUA suggère, non sans prudence, une démarche commune pour dialoguer avec les institutions multilatérales. Il développe alors l'idée d'un nouveau partenariat dans lequel l'Afrique cesse de subir son destin. À l'heure de la mondialisation, l'Afrique ne peut être considérée comme un continent d'assistés. L'Afrique doit être un continent de partenaires à part entière, de partenaires dignes de respect, de partenaires qui comptent. L'établissement d'un partenariat de type nouveau entre nos pays du Sud et ceux du Nord sera la reconnaissance des efforts que nous fournissons et des progrès que nous accomplissons. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est davantage d'un soutien accru et déterminant à ses programmes de redressement
et de relance économique. C'est pourquoi nous accueillons avec beaucoup d'intérêt l'initiative spéciale des Nations Unies pour l'Afrique, lancée récemment par le secrétaire général Boutros Boutros-Ghali, ainsi que l'Alliance pour l'industrialisation de l'Afrique, préconisée par l'ONUDI. Ces deux initiatives ne doivent pas demeurer des vœux pieux. Elles sont porteuses d'espoir. Mais pour porter leurs fruits, elles doivent bénéficier d'abord de notre soutien et ensuite de l'appui concret des bailleurs de fonds et des pays amis dans un vaste élan de solidarité internationale. Enfin, le président Biya abonde dans le sens de la nouvelle orientation de l'OUA vers des questions qui touchent de plus près la vie quotidienne des Africains. Ainsi, en matière d'éducation et de lutte contre les endémies et pandémies qui sévissent sur le continent, il préconise que les pays membres de l'organisation panafricaine se donnent la main. Le cap du sommet se confirme. Il se dessinait déjà depuis les travaux des experts jusqu'à la 64e session du Conseil des ministres présidée par Ferdinand Léopold Oyono, ministre camerounais des Relations extérieures. Une quarantaine de points avaient été arrêtés pour figurer à l'ordre du jour de la conférence, tous mettant l'accent sur les enjeux majeurs de l'Afrique aujourd'hui. Consolidation des démocraties naissantes, stabilisation des ajustements en cours, réduction des tensions et des guerres, priorité aux questions sociales. C'est au vu de cette orientation des travaux que les commentateurs croient pouvoir affirmer que le sommet de Yaoundé marque le passage d'une OUA des États à une OUA des peuples. Vous venez à l'unanimité de me porter à la présidence. L'affluence à Yaoundé des personnalités mondiales de premier plan conforte cette analyse. Invités spéciaux du gouvernement camerounais, ces personnalités rehaussent un peu plus le niveau de participation de cette conférence. En tête de liste, il y a naturellement le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Présent à Yaoundé, comme il l'a été à tous les sommets de l'OUA, le docteur Boutros Boutros-Ghali mène une difficile campagne pour sa réélection. Face à lui, les États-Unis, pays le plus puissant du monde, font barrage. Ils ont dépêché à Yaoundé une forte délégation, conduite par George Moose, sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique. L'OUA ne tarde pas à manifester un soutien quasi unanime à la reconduction du secrétaire général sortant. Quoi de plus naturel, d'autant que cet Égyptien de 73 ans, authentique fils d'Afrique, a décidé de rouler un peu plus pour son continent d'origine depuis le lancement en mars 1996 de son initiative spéciale de développement pour l'Afrique. Cette initiative veut favoriser un partenariat actif, non seulement avec les pays donateurs, mais aussi avec les gouvernements et les institutions africaines, au premier rang desquelles l'OUA. L'initiative spéciale, faut-il le rappeler, s'inspire largement des grands thèmes d'intervention prioritaires que vous avez définis l'an dernier au Caire et qui me paraissent essentiels pour mener avec détermination l'Afrique sur le chemin du développement auquel elle aspire. Comme je suis convaincu, enfin, qu'il faut donner une chance au développement, comme je suis convaincu qu'il faut donner un espoir nouveau aux générations montantes, comme je suis convaincu du nécessaire renforcement des capacités institutionnelles. Comme vous, enfin, je sais combien il faut insister sur ce que l'initiative spéciale appelle si justement l'urgence de la survie. Je l'ai trouvé en écoutant patiemment vos chefs d'État, tous les économistes et les responsables économiques. Les premiers destinataires de ces messages sont les organisations du système des Nations Unies et les institutions multilatérales qui sont les unes comme les autres représentées au niveau le plus élevé aux travaux de la conférence de Yaoundé.
Michel Camdessus, directeur général du Fonds monétaire international, y fait écho dans toutes ses interventions publiques. Face à la presse, il dit toute la disponibilité du FMI à coopérer au nouveau partenariat que propose l'Afrique. Mais il définit les conditions que doit remplir le continent lui-même afin d'assurer le succès de cette initiative. Je demande à l'Afrique de généraliser ses propres succès. Et alors j'explique quels sont les éléments de ces succès africains. D'abord, assainir les finances publiques, réduire les déficits. Mais réduire les déficits, ça ne suffit pas. Il y a encore mieux à faire que de réduire les déficits. C'est de bien choisir les dépenses publiques, réduire les dépenses improductives et d'abord les dépenses militaires et affecter cet argent à des investissements pour le développement humain. Deuxièmement, il faut savoir que l'ajustement structurel est pour tous et que c'est permanent. Dans un monde en changement permanent, l'ajustement doit être permanent. C'est vrai de notre vie individuelle, c'est vrai des pays. L'ajustement structurel n'est pas une pilule qu'on avale une fois pour toutes. C'est un effort continu pour que les pays deviennent suffisamment solides pour pouvoir bénéficier de toutes les nouvelles chances que le monde leur offre dans sa globalisation. Troisième condition du succès, c'est que les pays soient gouvernés correctement. Nous appelons ça dans notre jargon la good governance. Alors ça commence par le combat contre la corruption et par l'obligation de gérer correctement les deniers publics. Et puis l'État doit faire tout ce qu'il faut pour faire bien son métier, c'est-à-dire ce qu'il est seul à pouvoir faire, la sécurité publique, l'état de droit, la sécurité économique, pour que les investisseurs aient le courage d'investir chez eux, à commencer par leurs nationaux, au lieu d'aller mettre l'argent ailleurs. S'il y a de la sécurité économique, si les propriétés, les biens et les personnes sont dans la sécurité, les investisseurs resteront ou viendront. La quatrième responsabilité des pays, c'est évidemment de persévérer et de convaincre les agents économiques que le progrès est irréversible, qu'on ne va pas être vertueux pendant 3 ans parce que c'est un accord avec le Fonds monétaire international. Non, mais simplement, comme l'ont fait déjà beaucoup de pays d'Afrique, dont je salue les succès, ils continueront, parce que dans un monde changeant, l'ajustement et le progrès et la bonne gestion doivent être un état permanent. Pour les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et leurs invités spéciaux rassemblés au Palais des Congrès, l'objectif est donc clair. Le continent doit repartir sur de nouvelles bases, en comptant d'abord sur lui-même, l'aide extérieure ne venant qu'en appoint. Ce second paramètre fait l'objet des intentions et dispositions des plus louables. Témoin, la position de Mauricio de Maria y Campos, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. L'ONUDI a proposé l'idée d'une alliance pour l'industrialisation de l'Afrique. Je suis très heureux de voir qu'il y a eu une résolution du Conseil des ministres des Affaires étrangères et maintenant des pays africains en général pour appuyer cette idée d'une nouvelle alliance qui doit partir des efforts même et de les réflexions même des pays africains. L'ONUDI est prêt à continuer l'appui pour la définition de nouvelles stratégies industrielles pour faire face à la globalisation et d'actions concrètes pour le développement de la petite et moyenne industrie, la promotion des investissements, la promotion des programmes des femmes entrepreneurs
le développement des ressources humaines, parmi les autres choses. Une question précise, est-ce que l'Afrique est toujours mal partie? Je crois que, comme toutes les régions, il fait toujours passer par certains étages. Je crois qu'il y a eu une première étage qui a donné de quelques progrès, mais aussi de quelques leçons concernant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, je crois qu'il y a une Afrique beaucoup plus mûre qui a commencé au moins beaucoup de pays africains maintenant ont établi un cadre stable politique et économique, quelquefois pour le développement économique et social. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment d'assurer que l'Afrique peut continuer d'abord avec ses propres initiatives et ses forces, avec une volonté politique pour la mobilisation de ses propres ressources naturelles et financières. Et après, l'assistance internationale peut aider. D'autres présences sont loin de passer inaperçues. Callisto Madavo, premier Africain porté à la vice-présidence de la Banque mondiale Région Afrique en avril dernier. Madame Sadako Ogata, haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés. Madame Carole Bellamy, directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Le docteur Hiroshi Nakajima, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Hamid Al-Gabid, secrétaire général de l'Organisation de la conférence islamique. Remarquez aussi un représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, un autre de l'Organisation internationale du travail, des délégations d'Allemagne, d'Australie, de l'Inde, d'Israël, sans oublier celles d'autres institutions interafricaines, à l'image de l'Union africaine des droits de l'homme ou de la Banque africaine de développement conduite par Omar Kabaj, nouveau président de la BAD. Un président d'autant plus motivé à Yaoundé que l'institution qu'il dirige a fait la veille de cette conférence l'objet d'un autre sommet africain à Libreville au Gabon. Il y a eu l'expression d'un appui très ferme par les chefs d'État et de gouvernement à la BAD, donc au programme de réforme de la BAD, avec les félicitations au conseil d'administration et au président pour le travail fait, donc la réaffirmation de la nécessité de la poursuite des réformes, d'assainissement de la banque. Deuxièmement, en ce qui concerne le capital, ils ont demandé à ce qu'on accélère l'augmentation de capital et que dans cette augmentation, il soit tenu compte à la fois du caractère africain de la banque et de la nécessité de son ouverture vers l'extérieur. Donc ceci aussi est très important pour nous. Sur les arriérés, les présidents, les chefs de gouvernement ont affirmé la nécessité pour tous les pays membres de payer leurs obligations à l'égard de la BAD, comme ils le font à l'égard d'autres institutions, et que les sanctions les plus extrêmes pourraient être prises contre les pays récalcitrants, allant jusqu'à la suspension des droits de vote, comme cela se fait ici à l'OEA. S'il fallait trouver un point de convergence à toutes les communications entendues à la tribune de ce 32e sommet de l'OUA, ce serait cette insistance, mise par la plupart des orateurs sur la nécessité pour l'Afrique de recouvrer sa dignité. Dans cette perspective, Benjamin Mkapa, le tout nouveau chef de l'État tanzanien, fait sensation. Aussi importantes qu'elles soient, les élections libres et transparentes ne suffisent pas à rehausser l'image de l'Afrique sur la scène internationale. Beaucoup reste à faire pour garantir à notre continent plus de respect et de dignité. À la veille du 3e millénaire, l'Afrique doit cesser d'être un continent caractérisé par les conflits, ravagé par les guerres civiles où règne en permanence l'anarchie et l'intolérance raciale ou ethnique. Il est déjà regrettable que nous soyons traités avec condescendance à cause de notre pauvreté, mais il est encore pire d'être exploités à cause de notre refus de vivre en paix les uns avec les autres. Nous sommes pauvres, certes,
Mais nous ne devons pas permettre à cette pauvreté de porter atteinte à notre humanité, à notre dignité et à notre sagesse. Omniprésent à toutes les phases du sommet de la préparation à son déroulement, le secrétaire général de l'organisation, Salim Ahmed Salim, a à cœur l'efficacité de l'OUA. Une efficacité qui passe par la restructuration et la stabilisation de la situation financière de l'institution. We do know what we want for ourselves. What is now needed is for us to take concrete steps. Nous savons ce que nous voulons par nous-mêmes. Actuellement, nous devons passer à la phase concrète de nos décisions. Les États membres de l'OUA ont un rôle précis à jouer, à notre organisation, elle aussi, de jouer son rôle. S'agissant de la recherche des solutions à nos problèmes, il ne faut aucun doute que nos chances de réussite seront plus grandes si nous nous attelons tous ensemble. Ainsi, nous devons nous engager à travailler étroitement avec l'OUA et avec les communautés économiques de la région. L'OUA doit également s'apprêter à relever les défis du XXIe siècle. Enfin, nous devons revoir nos méthodes de travail et nous assurer que, lorsque nos instances supérieures prennent des décisions, ces dernières sont effectivement appliquées. En effet, notre organisation gagnerait plus de crédibilité à prendre quelques décisions et à les appliquer réellement qu'à adopter une pléthore de résolutions et de décisions qui resteraient lettres mortes. Monsieur le Président, nous devons définir ensemble les structures d'une nouvelle organisation qui permettent effectivement à nos pays de relever les défis du futur. Je souhaite que nous œuvrions tous au renforcement de l'OUA afin de la rendre plus moderne, plus dynamique et plus responsable face aux besoins et aux attentes de notre continent. Il représente l'enfance africaine que nous voulons préserver de cette terrible maladie. Votre geste aura valeur d'engagement collectif. L'une des images fortes du sommet, la voici. Une dose du vaccin anti-poliomyélite administrée à un bébé par le nouveau président en exercice de l'OUA. Tout un symbole de la détermination de l'Afrique à s'attaquer aux grandes endémies et pandémies qui sévissent sur le continent. Et sur ce plan, le président Pascal Lissouba, président du Congo, envisage une relance de la recherche fondamentale sur la plus menaçante de ces maladies, le sida. Sur 15 millions de séropositifs, 10 millions sont des nègres. Et si vous regardez la population mondiale, il y a 5 milliards, donc 500 millions de nègres, un dixième. Et regardez, faites le rapport, vous trouverez que nous sommes exagérément, voyez-vous, nous devions avoir sur 15 millions, 1,5 million, 10%. Nous en avons 10 millions. Ça montre que nous fléchissons, nous sommes en train de faiblir, et ceci se voit dans tous les plans, plan intellectuel, etc. Ladies and gentlemen, for the last 2 days, over 60 children from 12 war-affected countries of Africa have gathered in Yaoundé in a children's mini-summit. Image forte encore, des enfants à la tribune des chefs d'État pour témoigner sur les méfaits des conflits armés. Ils sont 120 venus de 12 pays africains affectés par la guerre à l'intérieur de tel ou tel État ou entre tel État et tel autre. Ils répondent à l'appel de l'UNICEF et du gouvernement camerounais pour sensibiliser les dirigeants africains à leur drame. Ils se sont réunis dans le cadre de ce que l'histoire retiendra comme le premier mini-sommet des enfants africains. Cadre de choix, le palais de l'Assemblée nationale du Cameroun. Vous êtes des citoyens, je dis bien vous êtes des citoyens. Dès maintenant, il faut qu'on entende vos voix. Avec vos petites bouches, parlez. Avec vos petites oreilles, écoutez. Avec vos petits yeux, regardez pour pouvoir témoigner et demain être capable de choisir. Pour nous, ce n'est pas slogan creux. L'Afrique a les moyens de s'en sortir. Ce n'est pas vrai, on a les moyens. Pourquoi un Hutu et un Tutsi ne vont pas s'entendre? Vous allez appeler des gens pour vous mettre d'accord? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas vous entendre avec l'autre? Parce qu'il est blanc?
Ce n'est pas des hommes. Parce qu'il est catholique, il est musulman. Mais c'est vous qui aujourd'hui pouvez s'aimer, aujourd'hui, comment dirais-je, les graines de l'amour. Si vous ne s'aimez pas les graines de l'amour, c'est la haine qu'on va récolter. Et ce n'est pas avec la haine qu'on construit un pays. Ce n'est pas avec la haine qu'on va faire l'Afrique de demain. Nous avons toutes les richesses, nous avons un riche passé. Et vous êtes là, les jeunes, vous êtes très nombreux. Vous êtes dans chacun de nos pays, plus de 50% qui ont souvent moins de 15 ans. Voilà ce que moi je voulais vous dire, en disant d'abord, le sens de notre présence à la tête de l'État, ce sont les enfants. C'est le développement du pays. C'est ça le sens de notre présence. Et c'est pourquoi je dis avec nos amis de l'UNICEF, d'abord, les enfants d'abord. Les enfants d'abord, parce que c'est ça l'avenir. Merci bien. Il n'y a rien de plus révoltant que le martyre infligé aux enfants en temps de conflit. Ils sont innocents. Ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. Actuellement, plusieurs centaines de milliers d'enfants traumatisés vivent dans des camps de réfugiés ou dans la nature, sans famille, sans avenir. Des milliers d'autres, affamés, malades ou blessés, meurent sans soins et sans réconfort. Nous sommes donc appelés à réagir pour donner à nos enfants la dignité, la sécurité et l'espoir en un avenir meilleur. Nous avons suivi avec beaucoup d'émotion le message poignant qu'ils viennent de nous adresser. Je tiens ici à les assurer que ce message a été entendu. Je puis également leur dire que durant nos délibérations, les modalités d'application de la Convention sur les droits de l'enfant seront examinées. Nous nous pencherons tout spécialement sur le sort des enfants en temps de conflit. Permettez-moi enfin de saisir cette occasion pour féliciter l'UNICEF d'avoir organisé en collaboration avec l'OUA ce mini-sommet des enfants. Les rencontres de ce genre contribuent à une meilleure compréhension des problèmes de l'enfant et sans nul doute au renforcement de la solidarité entre les enfants de notre continent. Autres images fortes, celles projetées par la première rencontre des premières dames africaines. Elles sont 11 pour ce rassemblement tout à fait inédit réalisé à l'initiative de Mme Elisabeth Diouf, épouse du chef de l'État sénégalais, avec le soutien enthousiaste de Mme Chantal Biya, First Lady du Cameroun. Cette grande première a en fait une histoire qui remonte à la réunion au sommet de 64 épouses de chefs d'État à Genève en février 1992. Genève 92 voulait sensibiliser le monde sur la marginalisation de la femme rurale. Le sommet avait donné lieu à la mise en place d'un comité directeur international avec pour mission d'assurer le suivi des résolutions adoptées. Se réunissant en mai 1996 à Amman en Jordanie pour la deuxième fois, ce comité directeur international au sein duquel l'Afrique est représentée par Mesdames Diouf, Dos Santos et Abacha émit l'idée d'une rencontre entre premières dames du continent, au possible dans l'environnement du sommet de l'OUA. Mon souhait est que cette réunion soit le point de départ d'une prise de conscience encore plus nette, de réalisations plus concrètes et d'actions permanentes dans le cadre de l'OUA. Voici donc ces 8 et 9 juillet 1996, sous la présidence de Mme Chantal Biya, cette idée traduite dans un acte public et solennel. L'ambiance est nourrie à la grâce et à la classe de tant de premières dames regroupées sur un seul et même plateau.
invité spécial à cette réunion. Le thème central de cette première rencontre s'inscrit naturellement dans le prolongement du sommet de Genève, promotion économique de la femme rurale en Afrique. Il donne lieu à une déclaration dite de Yaoundé. Le texte plaide pour l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales, la protection juridique et la participation de la femme rurale aux structures de décision. Il appelle les chefs d'État de l'OUA à apporter l'appui politique et financier nécessaire à ces recommandations et leur demande enfin de créer au sein du secrétariat général de l'organisation panafricaine une structure spécialement chargée des questions féminines. J'aimerais exprimer mes remerciements à Madame Biya pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Nous sommes heureuses d'être ici. Je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir pris de petites vacances pour me détendre. Entre deux interpellations lancées à l'adresse de ces illustres époux, dont elles sont, nul n'oserait en douter, des conseillères très écoutées, les premières dames visitent une exposition d'œuvres d'art qui, comme de bien entendu, fait la part belle aux artistes femmes. Safi Mabea, Myriam Okala, Barla Ekwe, Antoinette Chateau, Louise Njame, Solange Fouda, et on en oublie. Bien sûr, les 11 premières dames du sommet de Yaoundé trouvent aussi le temps de rester entre elles, dans les salons privés du couple présidentiel camerounais au Palais de l'Unité. L'occasion de parler entre elles des choses et d'autres, comme seules savent le faire les femmes. L'environnement de Yaoundé 96 a produit d'autres fortes sensations à l'occasion de cette cérémonie qui marquait une sorte de prélude à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. 3 jours avant le jour J, Paul Biya préside la proclamation des lauréats du Hunger Project à l'hôtel Hilton. À ses côtés, il a non seulement la présidente du projet, Mme Joanne Holmes, mais aussi déjà le secrétaire général de l'OUA, Salim Ahmed Salim. 2 figures de proue de la lutte africaine contre la pauvreté et pour la liberté sont distinguées. Amadou Toumani Touré, ancien chef de l'État du Mali, et Chifbisi Ogunleye, leader féministe du Nigeria. Paul Biya n'est pas encore formellement président en exercice de l'OUA, mais il parle déjà en porte-parole de l'Afrique. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant d'individus n'ont tant souffert de la faim ou de la malnutrition. Paradoxe d'une terre généreuse qui ne parvient plus à nourrir tous ses enfants, en dépit des conquêtes de la science et de la technologie. Absurdité d'un monde où coexistent abondance et pénurie,
populations qui en ont trop et populations qui n'en ont pas assez. Bien entendu, nous connaissons les raisons de ces contradictions. Celles qui tiennent aux caprices de la nature ou du climat, contre lesquelles nous ne pouvons rien ou très peu, et celles sur lesquelles l'homme peut agir. Conflits entre États, guerres civiles, mauvaise répartition des terres, politiques agricoles mal adaptées, etc. Contre tous ces maux qui laissent dans leur sillage misère et famine, nous pouvons agir. Beaucoup se fait déjà. Des personnalités comme celles que vous avez distinguées aujourd'hui consacrent d'énormes efforts à cette lutte pour la survie d'une partie de l'humanité. Mais nous devons encore faire plus. Hommes et femmes de bonne volonté, gouvernements, organisations internationales et non gouvernementales doivent se mobiliser davantage. Fléau d'un autre âge, la persistance de l'insécurité alimentaire à la veille du XXIe siècle est inacceptable. Un homme confronté à la famine est un homme qui perd sa dignité et son humanité. La lutte contre la faim est donc une lutte pour la dignité de l'homme. Elle nous concerne tous. Ainsi, du début à la fin, de l'hôtel Hilton au palais des Congrès, de l'aéroport international de Simalène au palais de l'Unité, la silhouette et la voix du président Paul Biya se font voir et entendre. Il ne s'agit plus seulement d'une image forte, mais d'une image centrale, régulatrice. C'est la donnée permanente de Yaoundé 96, autour de laquelle tout s'organise. Accueil des invités, organisation des travaux, conduite des débats, entrevues aparté conciliabule et réception. Bref, de longues journées de dur labeur qui préfigurent un mandat à la tête de l'Organisation de l'Unité africaine sans trêve ni repos. À 63 ans, ce président au style et profil de coureur de fond négocie un nouveau virage qui comporte autant de risques pour l'image de marque nationale que de gains pour le rayonnement du Cameroun. Mercredi 10 juillet 1996, palais des Congrès de Yaoundé, dernière séance plénière du 32e sommet de l'OUA, l'heure est aux conclusions. Parmi les faits marquants, notons la signature d'un pacte de non-agression entre 11 pays d'Afrique centrale. En termes de résolution, signalons celle sur la nécessité d'une lutte sans relâche contre la propagation du VIH-Sida en Afrique, celle sur la sécurité alimentaire en Afrique et la préparation du sommet mondial sur l'alimentation, celle sur le crucial problème de la dette africaine, sur la Commission africaine des droits de l'homme, le lancement d'une décennie de l'éducation en Afrique 1997-2006, le renforcement du programme des Nations Unies pour l'environnement, l'assistance de l'OUA à l'Union panafricaine des télécommunications. Yaoundé 96 produit aussi 3 grandes déclarations. L'une fait de la lutte contre la poliomyélite une priorité de santé publique. L'autre se prononce pour un plan d'action sur l'abus et le trafic illicite de la drogue sur le continent. Et la troisième, la plus volumineuse, 12 pages, passe en revue les grands défis qui interpellent l'Afrique à la veille du XXIe siècle. Enfin, les chefs d'État et de gouvernement prennent une décision pour la convocation de la première session ministérielle de la Commission économique et sociale
avant fin novembre 1996. C'est cette commission qui doit relancer la mise en œuvre du traité d'Abuja sur la communauté économique africaine. Au total, une belle moisson dont le nouveau président en exercice a tout lieu de se féliciter. Nous nous félicitons de la convergence de nos vues sur la nécessité de poursuivre sans relâche les processus de démocratisation en cours dans la plupart de nos pays. Certes, la démocratie est une voie semée d'embûches. Elle est d'un apprentissage difficile. L'Afrique, dans ce domaine, reçoit bon nombre de leçons. Mais peut-être aussi devrait-on plus souvent écouter les Africains eux-mêmes. Car ici comme ailleurs, il n'y a ni schéma unique, ni rythme identique. L'Afrique, nous le savons également, doit aussi faire face aux défis du redressement économique. Malgré la persistance de la crise, l'on note ici et là, à travers le continent, des indices encourageants de reprise et de croissance. L'Afrique, nous en sommes conscients, a besoin de l'aide internationale. Mais, au bout du compte, seul son génie et l'ardeur au travail de ses filles et de ses fils lui permettront de gagner la bataille du développement. Nous sommes tout aussi conscients que l'intégration des économies africaines demeure une priorité. Dans ce sens, en adoptant la déclaration de Yaoundé, nous nous sommes engagés à accélérer la mise en œuvre du traité d'Abuja en vue de favoriser le démarrage effectif de la communauté économique africaine. La mise en place de cette communauté suppose une volonté politique plus affirmée de développer nos complémentarités. L'avenir de notre continent repose également sur nos jeunes que nous devons préparer à tenir les paris du futur. Je voudrais à ce propos redire aux enfants d'Afrique, victimes innocentes des conflits, que leur cri a été entendu. C'est pour nous un devoir moral, mais aussi politique, de leur épargner les conséquences de nos querelles et de préserver leur avenir. La femme africaine également, qui s'affirme de plus en plus dans notre société, dans les universités et dans les forums internationaux, doit voir son rôle revalorisé et encouragé. À cet égard, nous nous félicitons de la tenue à Yaoundé, en marge de nos assises, de la réunion des premières dames africaines. Ce fut pour elles l'occasion de débattre de leur contribution à l'émancipation de la femme rurale et partant à l'essor de notre continent. Sur tous les plans, on le voit, les missions qui interpellent l'organisation panafricaine sont immenses. Pour les mener à bien, elle a besoin
de moyens adéquats et de notre soutien agissant. Ce 32e sommet nous aura permis de prendre davantage conscience de nos responsabilités, de mesurer l'ampleur des problèmes et de réaliser la nécessité d'agir vite, individuellement et collectivement. Cette fois encore, nous avons pris des résolutions. Elles sont toutes pertinentes, mais c'est avec le concours de chacun d'entre nous qu'elles seront traduites dans les faits. Le rideau bientôt se ferme sur la conférence de Yaoundé. L'Afrique se donne rendez-vous à Harare au Zimbabwe pour le 33e sommet de l'OUA en juin 1997. Pour le pays du président Robert Mugabe, c'est en perspective un honneur, mais aussi, si l'on en juge par ce qu'aura été Yaoundé 96, du labeur. Cette perspective nous comble de joie et nous incite à une nouvelle dynamique de l'effort. Ce rendez-vous ne pourra être qu'une occasion des plus mémorables, celle de nous voir, vous voir tous ensemble dans notre pays, réunis pour célébrer la situation nouvelle. Notre peuple saisit également cette opportunité pour vous exprimer ses remerciements. Vous tous qui, à travers l'OUA et son comité de libération, avez fourni un effort inestimable en faveur de la libération totale de l'Afrique et avez contribué à faire de l'Afrique australe une région réellement libre et à travers elle, le continent africain tout entier. D'ici au sommet d'Harare, il y a du pain sur la planche pour les deux principaux hommes en charge de l'intercession. Paul Biya, président en exercice de l'organisation panafricaine, et Salim Ahmed Salim, son secrétaire général. Now, we have closed the chapter of the summit. Now the work begins. À présent que ce sommet a pris fin, nous devons résolument nous mettre au travail. Il est temps que le président en exercice examine les divers dossiers brûlants de l'heure et qui nécessitent un suivi dans les meilleurs délais. Il s'agit des dossiers économiques, des dossiers politiques, notamment le cas du Burundi, du Rwanda, du Libéria, de la Somalie. Il y a également la question du fonctionnement de l'organe central sur laquelle devra se pencher le président en exercice, sans oublier l'action des chefs d'État. Nous avons pu survoler la situation dans son ensemble afin de voir ce que nous devons entreprendre pour assurer l'exécution des décisions prises lors du sommet de Yaoundé. Une semaine à peine après la prise de fonction du nouveau président en exercice de l'OUA,
Simalène s'anime de nouveau, comme si Yaoundé en fait jouait une prolongation inattendue. Un Falcon 900 de commandement aux couleurs arc-en-ciel sud-africaine confirme une nouvelle annoncée la veille à la surprise générale. Nelson Mandela revient au Cameroun. Le tout premier rendez-vous de l'agenda africain de Paul Biya est donc un sacré coup diplomatique, politique et médiatique. Il est 8 heures ce 17 juillet 1996. Revoici ce président aux allures de mythe vivant. Paul Biya, la joie et l'admiration non dissimulées, l'accueil, c'est le cas de le dire, à bras ouverts. Le communiqué protocolaire de l'événement annonçait une escale fraternelle d'amitié et de travail, originale, comme le sont les honneurs de première classe. Longeant la bordure d'un long tapis rouge, un détachement de la garde présidentielle est déployé sous le commandement du capitaine de corvette Mendoua Jean. La traditionnelle revue des troupes effectuée, le président sud-africain se fait présenter le gouvernement camerounais. L'équipe est au grand complet. Hormis le premier ministre chef du gouvernement, les 2 vice-premiers ministres sont là. Les ministres d'État aussi, suivis des ministres, secrétaire d'État, le délégué général, le commandement de la province du centre, des départements du Mfundi et de la Mefouya Famba et le patriarche de la ville. Nelson Mandela se dit heureux de rencontrer cette élite dirigeante camerounaise. En fait, c'est celle-ci qui est véritablement honorée de pouvoir enfin serrer la main à ce héros qui a survécu à 27 années d'emprisonnement et de bannissement. Tout à la fois majestueux, charismatique, humble et simple, le prix Nobel de la paix distille des amabilités, emplissant littéralement l'air de Simalène de son aura. Et de fait, les drapeaux des 2 pays flottent au vent matinal. Les portraits géants de l'illustre hôte, peints de 1000 manières au reflet de tous ses âges, sont brandis par une colonie considérable de militants euphoriques.
Main dans la main, le président du pays le plus puissant du continent et le président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine font un tour de la foule qui s'extasie avec frénésie. Suivent 40 minutes d'échange dont la presse a largement le temps de capter des bribes. Priorité du nouveau président de l'OUA, coopération bilatérale et multilatérale avec en vedette l'inévitable question de la dette des pays pauvres, etc. Interpellé par les journalistes avant le départ, Nelson Mandela répond avec patience et aplomb. President Biya is the chairman of the OAU. Le président Paul Biya est le président en exercice de l'OUA. À ce titre, il est absolument nécessaire que nous restions en contact avec lui. Je l'ai également invité à venir en Afrique du Sud avant la fin de son mandat. Est-ce qu'il a accepté? Enfin, vous poserez la question au président Biya. Évidemment, nous pensons que le président a donné son accord. La dernière fois, avant votre départ, vous avez beaucoup de choses à dire à propos du président en exercice. Ce n'est pas la première fois que je rencontre le président Biya. Lorsque je suis venu ici, je l'ai rencontré. C'est quelqu'un que nous connaissons très bien, pour qui nous avons beaucoup de considération. Et le fait qu'il ait été élu président en exercice de l'OUA témoigne de la haute estime dans laquelle nous le tenons. Excellence, lors de votre passage en Europe, vous avez tenu des propos concernant l'intervention des Européens en faveur du développement de l'Afrique. Avez-vous l'impression que votre message a été reçu? Oui. Je m'entretenais avec le Premier ministre John Major et le président Chirac. L'un des points que j'ai soulevés était que les Européens devaient aider l'Afrique à alléger le fardeau de sa dette. Et je pense avoir obtenu leur soutien. Vous avez un esprit de réconciliation tout à fait exceptionnel et extraordinaire. Au regard de la société dans laquelle vous évoluez, au regard de votre entourage, l'on peut dire que c'est là le problème de l'Afrique. Comptez-vous utiliser votre célébrité, votre charisme pour assurer une large diffusion de cette grandeur d'âme sur le continent africain? Je dois agir à travers l'OUA. Je ne saurais ignorer la force de l'OUA. Et il serait indigne d'agir en marge de cette organisation. Je dois consulter le président en exercice pour les actes que je pose. Et c'est là le signe de notre respect à l'endroit de celui que nous avons élu comme président. Par conséquent, je dois me référer à lui, je dois suivre les recommandations du président en exercice. Quelle assistance pouvez-vous apporter au président en exercice de l'OUA? Tout ce que le président me demandera de faire, je le ferai avec plaisir. L'escale s'achève. L'invité surprise du président de l'OUA, Ansi Malène, s'apprête à repartir. Non sans avoir reçu de nouveaux honneurs qu'on lui rend ici par devoir, mais aussi par amour et par admiration. Encore des poignées de main accompagnées de commentaires personnalisés, saupoudrés de la même générosité et alimentés à cette grandeur d'âme qui est tout simplement signe de grandeur.
On n'a pas vu le temps passer et pourtant 1 heure s'est écoulée entre l'atterrissage et le décollage qui se prépare. La veille de son 78e anniversaire, Nelson Mandela a fait comme une fleur au nouveau président en exercice de l'OUA. L'homme paraît vraiment fatigué, au contraire de son mythe qui garde toute sa force. En se séparant, les 2 hommes semblent se souhaiter mutuellement bon vent.